bureau. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus encore cette fois-ci pour remplir cette belle salle. Et alors, il y a un petit changement dans le programme. Vous avez vu qu'il y avait 3 présentations de prévues, mais on n'en aura que 2, parce que malheureusement, Florian Vidal a quelques soucis de santé qui lui ont empêché de venir. Et donc, le thème, c'est les métaux, la géopolitique nouvelle liée à l'utilisation de métaux dans la production énergétique, dans le système énergétique. Je vais laisser la parole aux 2 animateurs, donc José et Cécilia, pour présenter les 2 intervenants et vous rappeler comment se déroule la séance. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Petros, ce séminaire porte sur l'exploration et l'exploitation des ressources minières dans différents points du globe et sur les choix, qu'ils soient technologiques, géopolitiques ou bien économiques, qui sont optés visant l'exploitation de ces ressources. Alors, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 spécialistes de ce domaine. Nous accueillons tout d'abord Isabelle Duhamel-Achin, qui est géologue au BRGM à Orléans, et qui parlera plus particulièrement des compromis qui peuvent exister entre, d'une part, la production de matières premières pour répondre mieux à nos besoins, et puis d'autre part, tout ce qui est valorisation des déchets, des résidus, et enjeux environnementaux. Et on partira un petit peu en Amérique du Sud avec Sébastien Velu, qui est professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, et qui nous parlera plutôt des schémas géopolitiques et économiques de ces différences dans 3 pays d'Amérique latine, et qui vise à la mise en place de l'émergence de filières de production d'énergie. C'est une sonnerie portable. Merci. Donc il y a un des 3 intervenants qui n'est pas là, donc on peut avoir un temps de parole un petit peu plus long, entre 30 et 45 minutes. Et je rappelle qu'après chaque intervention, on pose des petites questions techniques qui demandent de réponses courtes, et qu'une place plus importante sera donnée lors du débat. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai choisi le secteur minier en pleine évolution pour faire face à la demande actuelle et aux enjeux de demain. Je vais essayer de vous ouvrir l'esprit sur ce que c'est que le secteur minier au jour d'aujourd'hui et le pourquoi on a encore besoin du secteur minier, et sur les questionnements sur lesquels vous pouvez ouvrir le débat, notamment sur le point de vue de la transition énergétique. Donc, j'ai essayé de séparer l'exposé en 3 parties. D'abord, le pourquoi, en fait, vient du fait qu'on ait besoin de ressources minérales aujourd'hui et des tendances qu'on va avoir justement et qu'on voit poindre sur demain, sur le futur et nos besoins. Quels sont les grands enjeux et les risques qu'on a sur les approvisionnements et comment on évalue ces risques, notamment le rôle du secteur industriel minier dans la transition énergétique pour la production d'énergie. Sur la deuxième partie, donc, ça va être plus justement sur le débat entre les impacts environnementaux et sociétaux qui ont influencé énormément actuellement le secteur minier et qui ont donc à la fois des freins au niveau socio-économique, mais qui poussent aussi les industriels à se développer et à s'améliorer aussi et à se dépasser dans l'innovation. Et donc ça va être justement l'ouverture sur le débat après, sur qu'est-ce qui est en développement actuellement, en recherche et développement, au niveau du secteur minier, les grandes innovations, pour essayer d'avoir justement un secteur minier qui soit toujours mieux intégré dans la société de tous les jours. Donc les besoins et les enjeux
actuelle et notamment vis-à-vis de la transition énergétique. Ce qu'on peut voir en fait à travers les temps historiques de l'activité industrielle, c'est que l'ingéniosité humaine en fait va trouver des nouveaux produits et l'utilisation en fait des substances et des ressources minérales va nous permettre de développer ces nouvelles technologies. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle à l'échelle humaine, on utilise de plus en plus d'éléments chimiques, on trouve des nouveaux usages, des nouvelles utilisations. Et actuellement, notamment pour la transition énergétique et pour les énergies renouvelables, on utilise énormément d'éléments différents. Le fait aussi qu'on soit, nous et vous tous dans la salle, dans un pays développé, on va dire riche, on consomme énormément de matières premières, de ressources minérales au sens, et de ressources naturelles au sens large. Il faut savoir que par an, en moyenne, on consomme 9,8 tonnes de ressources naturelles. Et ça comprend la ressource pour notre alimentation, la ressource en eau, les ressources minérales et aussi les ressources énergétiques. Et donc là, vous avez une estimation, grosso modo, de notre consommation, nous, en tant qu'Européens, pendant toute une vie, pour vous montrer en fait les quantités de matière qu'on utilise et qui sont très impressionnantes. Donc rien que pour les sables et graviers, on utilise plus de 3000 tonnes de sable et gravier dans notre vie, pour tout ce qui est construction en fait, qu'on va utiliser. Pétrole, fer, sel, donc toutes ces matières minérales et aussi la ressource en eau, on a accru notre consommation tous les jours. Au niveau de l'industrie extractive, donc tout ce qui est industrie minière, mais aussi de tout ce qui est les carrières, au niveau européen, en fait, on a de moins en moins de mines et de carrières, que ce soit en France ou au niveau Europe. Donc, on importe en fait tous nos matériaux. Là, vous avez une carte qui vous montre la dépendance justement sur certaines matières minérales qui sont devenues critiques pour l'Europe. Et on voit qu'on importe massivement en fait nos matériaux de Chine ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Donc, tout ça crée des impacts en fait environnementaux et sociétaux qui sont déportés à l'extérieur. Dans les usages qu'on a de la vie courante, le grand public en fait n'a pas cette conscience-là forcément, mais on est tous dépendants en fait de ces ressources minérales et ces usages au quotidien, que ce soit pour les ordinateurs portables, l'énergie, mais aussi dans les bâtiments, dans l'agroalimentaire, il y a des ressources minérales. Alors, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui tire justement notre consommation en ressources minérales? Donc là, on a différents graphiques qui nous montrent au cours du temps l'évolution sur certains métaux, de la production de ces différents métaux. Et on voit que l'accroissement démographique donc, tire vers le haut, mais pas que. Il y a aussi nos modes de vie qui vont tirer vers le haut cette consommation et notamment la nécessité de produire toujours plus d'énergie vis-à-vis de la production de tous ces produits. Donc la consommation mondiale en matières premières et la quantité sont complètement liées au fait de notre mode de vie et de la démographie qui est croissante. Et notamment à l'émergence aussi de pays qui deviennent de plus en plus riches et de leur mode de vie qui va changer et ils vont vouloir accroître leur consommation en produits et acheter des voitures pour la mobilité ou des téléphones portables et ça va décupler en fait les usages et le besoin en matières premières minérales. Vis-à-vis de la filière du recyclage, pour l'instant, en fait, elle est insuffisante pour pallier aux besoins et à notre consommation actuelle, tout simplement parce que quand on prend tous les éléments chimiques, on n'a pas un taux de recyclage suffisant pour tous les petits métaux. Donc les métaux de base, eux, on sait à peu près bien les recycler, mais tous les petits métaux qu'on utilise
notre vie courante au niveau des téléphones, tous ces petits métaux qui sont plus rares sont très très peu recyclés, pour certains à moins de 1%. Donc en fait, on a une marge de progrès encore très importante pour pouvoir fonctionner en économie plus circulaire. Et bien sûr, la politique de transition écologique et énergétique bas carbone, justement pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, a aussi un impact. Les technologies vertes utilisent aussi beaucoup de métaux. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre en fait les masses extraites de produits avec les différentes substances qui sont utilisées pour la fabrication des différentes technologies énergétiques. Associées donc en couleur, vous pouvez voir par exemple que les panneaux photovoltaïques utilisent énormément de différents types de métaux. Et donc cette diversité de métaux a un impact sur l'extraction qui est nécessaire et sur le nombre de mines forcément qu'il va falloir ouvrir. Tout ça va créer donc des tensions géopolitiques et certains métaux qui sont plus rares que d'autres, mais pas que, vont jouer sur le fait qu'il va falloir sécuriser certains approvisionnements et que la politique va jouer justement pour essayer de sécuriser les approvisionnements dans ces différents métaux qui peuvent manquer dans différents pays. Les besoins en matériaux donc pour la transition énergétique. Donc là, sur ce graphique, vous pouvez voir en fait que la quantité de matière qui est nécessaire pour la fabrication des nouvelles technologies en ressources renouvelables, donc par exemple l'éolien ou le solaire, va nécessiter beaucoup plus de matière que d'autres technologies, que les technologies traditionnelles, comme le nucléaire ou les énergies fossiles ou l'hydraulique, pour pouvoir produire une même quantité énergétique. Donc, pour vous montrer un exemple, pour la fabrication d'une éolienne, il y a plusieurs parties dans une éolienne. Les aimants permanents, par exemple, qui permettent en fait de transformer la rotation des pales en énergie électrique, va nécessiter de 200 à 300 kg de terres rares pour certains types d'éoliennes. Certaines terres rares plus spécifiquement. Dans la nacelle et le mât, on va avoir besoin d'acier, de fonte, de cuivre, d'aluminium. Dans les pales, on va avoir des câbles d'acier, des plastiques et des matériaux composites aussi. Et dans le socle, rien que le socle d'une seule éolienne, on peut consommer jusqu'à 425 mètres cubes de béton, qui sont constitués de granulats, de sable, de ciment, et aussi plus de 40 tonnes d'acier, rien que pour une éolienne terrestre. Offshore, ça peut être des quantités de matière encore beaucoup plus importantes. Et enfin, sur ce graphique, vous pouvez voir que suivant les technologies utilisées, donc l'ADEME a fait une analyse, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, qui va évaluer les émissions de CO2 qui sont générées et pour la fabrication des différentes technologies, mais aussi pour pouvoir extraire les matériaux qui sont nécessaires à ces différentes technologies. Donc vous pouvez voir que forcément les émissions de CO2 sont beaucoup plus importantes pour tout ce qui est charbon, donc énergie fossile, gaz naturel ou fuel, mais que les émissions de CO2, donc des énergies renouvelables, mais aussi du nucléaire et de l'hydraulique, sont beaucoup plus faibles, et que c'est bien pour ça dans notre transition énergétique, on veut essayer de limiter le dégagement de CO2. On voit aussi que... Pardon, quelle est l'échelle là? Quand on compare un éolien et un charbon, c'est pour la production de combien de... Donc c'est en fonction de puissance installée. En puissance installée équivalente, on évalue le gramme de CO2 finalement dégagé. Donc là, vous avez ce qui est émission directe d'usage de la production d'électricité, mais aussi lors de la fabrication, lors de l'extraction des matériaux qui vont être nécessaires à la fabrication et du transport aussi des matériaux. Et donc vous pouvez voir que pour l'éolien et le solaire, en fait on est légèrement plus haut que pour l'hydraulique et le nucléaire.
Et il faut savoir que la France a en fait un niveau d'émission de CO2 vis-à-vis de l'énergie qui est très bas. Pourquoi? Parce qu'on a un parc énergétique qui est essentiellement nucléaire. En comparaison par exemple des Allemands qui à côté utilisent beaucoup plus le charbon. La chaîne de valeur des ressources minières, alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout ce qui est cycle de transformation, donc depuis l'extraction de la mine où on a besoin de la ressource géologique jusqu'au produit final. Donc ici, vous avez un schéma très simplifié, avec un exemple, par exemple, pour le cuivre, qui vous montre que la chaîne peut être très complexe. Depuis la ressource géologique, où il va y avoir donc, la phase justement de minière, qui va être l'exploration pour trouver la ressource, le développement pour la phase de construction de la mine, et l'extraction de la matière première à proprement parler, donc sortir tout simplement les cailloux de la terre. Après, il y a plusieurs étapes de transformation, minéralurgie, métallurgie, pour en gros transformer le caillou en éléments métalliques qui vont ensuite être transformés en produits finis. Donc toutes ces différentes étapes vont avoir, on va dire, vont nécessiter des sources d'approvisionnement en matériaux et après, donc ce temps en fait de cycle de vie de la matière, pour pouvoir générer du recyclage, il va y avoir un temps où les matériaux vont rester dans ce qu'on appelle la technosphère. C'est à la fois le temps pour la fabrication des produits, mais aussi le temps de vie, après, de durée de vie de la matière de résidence chez les gens, en fait, tout simplement. Après ce temps-là, donc, si il y a un cycle, on va dire, de collecte de matériaux, puis de tri, on va pouvoir réutiliser la matière dans le recyclage, dans la boucle, pour la ramener en amont. Mais ce temps-là, ce laps de temps-là, peut être plus ou moins important suivant les métaux. Et au niveau du pourcentage du recyclage, ce n'est pas le même en fonction des différents types de métaux. Donc ça va aussi avoir un impact sur le temps de résidence finalement et sur la capacité ou pas à recycler les métaux. Donc comment on évalue en fait la criticité des métaux? Ça va dépendre à la fois de l'offre et de la demande. Au niveau des ressources primaires, donc ce sont les ressources qui sont dans le sol et qu'on va extraire dans la mine ou dans la carrière. On a un stock connu actuel de ressources, ce sont les mines qui sont actuellement ouvertes ou qui sont en phase d'être ouvertes et où on va extraire le minerai. Donc ça va dépendre aussi du développement de la phase du projet minier. Il va y avoir éventuellement des sous-produits ou des coproduits qu'on va pouvoir valoriser aussi dans ces minerais. Donc dans une mine, on peut extraire plusieurs types de métaux à la fois suivant les gisements. Il faut savoir que tous les petits métaux, donc on parle souvent des terres rares par exemple, ou d'autres métaux comme le germanium ou l'indium, ce sont des petits métaux pour lesquels la mine ne pourrait pas s'ouvrir s'il n'y avait pas des métaux associés qu'on extrait qui sont plus valorisables et en quantité plus importante. Donc, comme du cuivre par exemple ou de l'or. Ensuite, il y a les ressources secondaires potentielles, donc qui vont dépendre, c'est ce que dont je vous ai parlé juste avant, donc de la chaîne, du recyclage possible. Ça va dépendre de la disponibilité de la matière, donc de la durée de vie où les éléments vont rester dans les objets usuels de tous les jours. Ça va dépendre du pourcentage de recyclage possible et de l'organisation de la collecte, tout simplement parce que les filières de collecte ne sont pas organisées actuellement pour tous les éléments et que donc certains éléments aussi ne sont pas recyclés à cause de ça, parce que les filières ne sont pas organisées. Ensuite, il y a la substitution possible. Certains éléments peuvent être utilisés ou non et peuvent se substituer à d'autres, mais pas tous. Il y a certains éléments qu'on ne peut pas substituer. Dépendant de la qualité en fait pour la production. Donc, par exemple, certaines éoliennes nécessitent donc des terres rares lourdes et elles sont beaucoup plus performantes que d'autres types d'éoliennes où on n'utilise pas de terres rares. Donc ça, c'est un exemple.
Ça va dépendre des conditions de marché, donc du prix, de la concurrence, de la dépendance aux importations suivant les pays, et de la complexité donc, de la chaîne d'approvisionnement, sachant qu'actuellement, on essaye de tendre justement vers un approvisionnement plus responsable et éthique. Donc ça va dépendre aussi de la réglementation aussi en vigueur. Au niveau de la demande, on peut découpler entre la demande courante, c'est-à-dire les volumes nécessaires actuellement pour notre production actuelle, pour pallier aux besoins de la vie courante, à la qualité aussi des matériaux qu'on veut en fonction des usages, et la demande future, donc qu'est-ce qu'on voit apparaître dans l'accroissement de la consommation avec la croissance démographique, l'évolution du mode de vie. Il y a 50 ans, tout le monde n'avait pas de voiture. Maintenant, dans les foyers, les gens ont facilement 2 voitures, 3-4 téléphones portables, les enfants en ont aussi. Donc tout ça fait que les changements de mode de vie aussi influencent énormément cette quantité de demande et de matière. Donc l'adéquation entre l'offre et la demande va influencer les scénarios. Et en fonction de ça, en France et dans d'autres pays, en Europe aussi, on évalue quelles sont les substances qui sont critiques en fonction du pays. Donc ça va changer, ça dépend beaucoup d'un pays à l'autre, ça varie. Ici, vous avez ce qu'on appelle la matrice de criticité française. Ce n'est pas la ressource minérale en soi qui est critique finalement. La criticité, elle dépend en fait du besoin et des usages des filières industrielles. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça change aussi à travers le temps. Ça veut dire que un métal peut être critique à un moment donné, il ne le sera pas demain parce qu'on va trouver une nouvelle technologie, un nouvel usage ou un autre élément qui va se substituer à un autre. Donc comment fonctionne cette matrice ? En gros, sur l'axe vertical, vous avez l'importance stratégique en fonction de l'industrie du pays. Donc pour l'industrie française, on a des métaux qui sont extrêmement importants, notamment pour la production d'énergie. Le cuivre, tout simplement pour le réseau électrique. Les terres rares lourdes, par exemple, pour la fabrication des aimants permanents qu'on utilise, alors pas que dans les éoliennes, mais on les utilise aussi dans les voitures. Donc vous avez cette demande importante pour pouvoir faire tourner nos industries. Et vous avez aussi les risques sur les approvisionnements, c'est-à-dire que ça va dépendre de la localisation des pays qui les produisent et des tendances. Donc si un pays est plutôt en zone à risque de conflit, il va y avoir un risque sur les approvisionnements. Du jour au lendemain, on va nous couper le robinet d'approvisionnement. Mais ce n'est pas que les zones de conflit. Ça peut très bien être une politique qui vise à taxer, par exemple, à faire des quotas d'importation sur telle ou telle substance ou de production. Ou ça peut être tout simplement parce que cette substance-là, on n'extrait que dans un seul pays, et donc il y a un monopole de la production pour une substance donnée. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour le cobalt, qui est produit majoritairement en République démocratique du Congo, ou pour les terres rares, notamment lourdes, où on a une production qui est importante au niveau de la Chine. Donc les risques sur les approvisionnements peuvent être influencés par beaucoup de paramètres. Et il n'y a pas que la disponibilité de la ressource ou la rareté de la ressource, il y a aussi plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, que ce soit le taux de recyclage, la capacité de la production ou la stabilité politique des pays producteurs. L'évolution de la production minière, donc quelles sont les tendances ? Globalement, il y a une croissance globale de la production mondiale. Donc là, vous avez une carte qui vous montre l'évolution de la production mondiale entre 2017 et 2000. C'est le delta de la production. Et vous avez le graphique ici qui vous montre l'effet global, l'effet de levier de la production qui augmente de plus en plus sur les matériaux. Et notamment, donc vous pouvez voir que la production minière, en fait, est essentiellement pour les minéraux et matériaux pour la production énergétique. Toute la partie jaune, c'est par exemple tout ce qui est exploitation de charbon. Voilà. Vous avez une bonne image de ce que c'est que la production minière actuellement. Et finalement, on voit qu'elle est essentiellement composée pour les matériaux énergétiques, pour le fer et tout ce qui est matériaux d'alliage qui sont utilisés pour la construction, et les minéraux industriels. Et on voit très peu, en fait, tous les petits métaux qui sont les métaux non ferreux.
Sur cette carte, donc, vous voyez le delta, vous voyez que la plupart des continents ont une production croissante. Finalement, il n'y a que l'Europe qui a un taux de production en déclin qui décroît. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il y a de fermetures de mines et qu'on produit de moins en moins à la fois en France qu'en Europe. Les gros producteurs actuellement, c'est la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Australie. Et les caractéristiques du secteur minier, c'est qu'en fait, il y a des grosses compagnies multinationales, donc comme BHP, Rio Tinto, Glencore, Vale, qui sont, on va dire, les grosses compagnies minières transnationales qui se partagent en fait le marché de la production des métaux. Là, vous avez en exemple donc, le camembert qui montre la production des différents métaux, et vous voyez que voilà, les compagnies se partagent finalement une grosse part de cette production, et que certains sont spécifiquement sur une substance donnée, et que d'autres se diversifient et vont produire plusieurs types de matériaux. Mais globalement, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, sur toutes ces grosses compagnies minières qui détiennent le marché de la production des métaux, la majorité en fait des revenus de ces sociétés viennent de l'or, du cuivre, du fer et du charbon. Là, vous avez une image récente, qui date de 2017, de la cartographie des mines qui sont actuellement actives, actuellement ouvertes et en production. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des disparités. Déjà au niveau des couleurs qui correspondent en fait à des substances données, la substance principale de la mine. Vous pouvez voir qu'au niveau de la géographie, vous avez des zones où il n'y en a pas du tout. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des secteurs où on a exclusivement, donc par exemple en Amérique du Sud, on va en parler dans la prochaine présentation, vous avez des zones où il y a une tendance à des couleurs, ce sont des districts en fait, géologiques dans lesquels on trouve certains types de gisements, certains types de substances. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'extraction progresse, on a de plus en plus besoin de matériaux, que les drivers en fait, ce sont la demande de la société, et que l'extraction des métaux a progressé de 75% depuis 1970, mais celle aussi des minéraux industriels qui ne sont pas métalliques progresse, donc c'est aussi tout ce qui est développement en fait de l'urbanisation. Les matériaux nécessaires à la construction ont encore plus progressé. Donc pourquoi on a une distribution aussi différente de zone à l'autre? Pourquoi il y a certains pays dans lesquels on ne voit pas du tout de développement minier? Alors il y a une raison géologique à ça, mais pas que, il y a aussi la raison sociétale, dont je vais parler après. Mais la raison géologique, c'est que la distribution des gisements, elle n'est pas aléatoire au niveau de l'espace et du temps. Et c'est en fait les kits de prospection qui vont nous permettre de découvrir des nouveaux gisements. La localisation des gisements pour un métal donné, elle dépend en fait du contexte géologique et terrestre et du contexte géodynamique, c'est-à-dire que certains types de gisements, on va les trouver en limite de plaques tectoniques. Certains types de gisements, on va les trouver que dans des zones où il y a du volcanisme, par exemple, ou certains types de gisements, on va les trouver que dans des grands bassins sédimentaires. Donc la localisation, elle va dépendre aussi de la géologie. Et pas que, dans le temps aussi, on voit que les grands gisements, par exemple les gisements aurifères, ou les gisements à or et uranium qu'on retrouve dans les rivières, en alluvionnaire, on les trouve qu'à certaines époques dans le temps. Donc là, vous avez l'échelle des temps, avec ici les échelles actuelles, et puis là, on va vers des temps plus anciens. Donc certains types de gisements, on ne les retrouve aussi que dans certaines formations, dans certaines roches âgées de tel ou tel âge. Et ça, c'est nos guides de prospection. Et les gros gisements, les plus gros gisements qui sont actuellement extraits, en fait, ce sont des gisements très anciens qui ne se forment plus actuellement. Donc, comment
comment on drive l'exploration, en fait, il y a aussi une évolution dans les investissements actuellement. Les investissements en exploration sont aussi drivés par l'économie. Donc là, vous voyez sur ce schéma, en gros, l'indexation des prix annuels des métaux, et vous voyez les budgets d'exploration annuels. Vous voyez qu'il y a une correspondance dans ces entre la courbe et l'histogramme dans le temps. Donc on a des budgets d'exploration plus importants pour trouver des nouveaux gisements, donc les prix sont plus hauts. Il y a un petit décalage dans le temps, donc on a du mal à anticiper, on ne va pas investir massivement en exploration quand justement il n'y a pas beaucoup de liquidités, tout simplement. Donc ça drive l'exploration. Donc on recherche des gisements, on a plus d'investissement, plus de budget quand on a plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et la recherche et le développement, en fait, on a beaucoup moins de budget quand on a moins de liquidité. La répartition des budgets d'exploration, vous pouvez voir que, par exemple, en 2018, le budget d'exploration était de 10 milliards de dollars US. Donc vous voyez les sommes importantes qui sont données dans les budgets. Et la part relative des budgets d'exploration suivant les substances, vous voyez que 70% des budgets d'exploration, en fait, sont investis sur la recherche en or ou en cuivre. Et très peu sur les petits métaux, finalement. Donc, quand on regarde la part, vous voyez, donc en vert, par exemple, là, c'est la recherche environnementale, et en fait, tous les autres petits métaux, donc tous les petits métaux critiques, stratégiques, sont dans la partie grise. Donc, finalement, il n'y a qu'une très très faible part d'exploration, de budget d'exploration qui sont investis sur ces petits métaux. Est-ce que les ressources minérales qui sont en stock en terre actuellement, est-ce que ces gisements et ces ressources et ces réserves sont finis? Alors oui, il y a un stock géologique. Il y a ce qu'on appelle des ressources non renouvelables parce que voilà, les gros gisements prennent très longtemps pour se former. Seulement, il y a aussi une capacité à découvrir les nouveaux gisements qui évoluent au fur et à mesure du temps en fonction des technologies qui sont développées. Donc sur ce graphique, vous avez un exemple. Au début, on ne trouvait les gisements qu'en surface, tout simplement parce qu'on n'avait pas les techniques très avancées qui nous permettaient de savoir ce qu'on avait dans le sol. Et puis on a découvert la géophysique qui nous a permis de sonder le sol et ce qui se passe dans le sous-sol et de trouver des gisements aussi plus profonds. Donc il y a aussi l'innovation qui est très importante pour découvrir de nouvelles ressources. Et il y a aussi les technologies de transformation et d'extraction. Des métaux, il y en a partout. Des métaux, il y en a dans l'eau de mer, il y en a dans la terre, dans le sol, un petit peu partout. Mais ils sont diffus et pour pouvoir les extraire et les concentrer, il y a aussi la technologie d'extraction et de concentration qui est importante. Et ces technologies, vous allez voir, elles ont avancé. Donc la ressource peut augmenter en fonction de l'avancée technologique. Par contre, ce qu'on peut voir actuellement, donc sur le deuxième graphique, c'est qu'au niveau du constat, c'est que oui, les gisements, on les découvre de plus en plus en profondeur, mais les teneurs aussi déclinent. On arrive à extraire des métaux à des teneurs beaucoup de plus faibles, des teneurs beaucoup plus faibles qu'avant. Donc tout ça, c'est vraiment lié aussi à la technologie et au fait que on a utilisé les ressources les plus riches qui étaient en surface et maintenant on doit aller plus en profondeur et on doit extraire beaucoup plus en volume pour avoir les mêmes teneurs, les mêmes concentrations aussi. Donc il y a un challenge technologique aussi derrière à l'exploration. Les impacts environnementaux et sociaux qui sont liés. Alors je vous décline ce que c'est qu'un cycle de vie d'un projet minier. Il y a la phase de prospection et d'exploration qui dure un certain temps, c'est-à-dire une fois qu'on a découvert un gisement, on va devoir le dimensionner, on va devoir savoir est-ce qu'il est économique ou pas, est-ce qu'il est viable. Généralement, du moment où on a découvert un gisement potentiel et qu'on l'étudie, ça prend de 2 à 8 ans pour pouvoir savoir si c'est faisable ou pas d'extraire les métaux. Et surtout, ça a un coût, un investissement.
Donc entre 500 000 et 15 millions de dollars, c'est une moyenne, hein, ça peut être encore plus élevé suivant le temps que ça prend. Ensuite, il y a la phase de développement industriel, où là, il va falloir trouver la bonne technique pour extraire, il va falloir construire les bâtiments en surface, il va falloir commencer à enlever la découverture. Donc tout ce développement industriel, c'est aussi un investissement et ça dure aussi une dizaine d'années généralement. Et ça coûte beaucoup plus cher. C'est 1 million à 1 milliard de dollars pour passer à une phase opérationnelle. Et c'est seulement après ce temps-là qu'une mine va rentrer en production. Et c'est seulement à partir de ce temps-là qu'on va récupérer de l'argent et donc une part de l'investissement. Donc il faut voir que la durée d'un cycle minier est très importante et que ce n'est pas tout de trouver des nouveaux gisements. Ça prend du temps avant d'extraire et de pouvoir récupérer la substance. On peut augmenter la durée de vie d'un cycle minier en continuant à faire de l'exploration pendant qu'on va produire. C'est-à-dire qu'on va rechercher des extensions aux différents gisements et on peut augmenter ainsi la durée de vie de la mine. Mais les périodes de rentabilité finalement de la mine, c'est entre 5 à 30 ans en moyenne. Et surtout, il faut réussir à rentabiliser les coûts opérationnels d'investissement au départ. Et bien entendu, la mine, c'est pas une fois qu'on ferme et qu'on met la clé sous la porte, c'est qu'il y a aussi une période de fermeture et de réhabilitation du site pour remettre les choses en ordre, tout simplement, pour vérifier que les résidus qui sont derrière, donc tout ce qui est déchets, une mine va produire énormément de déchets, que ce soit solide ou liquide. Est-ce qu'ils vont être stables dans le temps? Il va falloir continuer à les étudier pour vérifier qu'il n'y ait pas de pollution. Il va falloir déconstruire éventuellement les bâtiments ou leur trouver une autre vie. Il va falloir remplacer les travailleurs. Donc tout ça, c'est une période aussi qui est très longue et qui peut se chiffrer à plusieurs millions au niveau du coût. Donc c'était pour vous montrer un petit peu ce vers quoi on tend après. C'est que quand on va trop vite, il peut y avoir des catastrophes écologiques qui sont issues de cette activité-là. Donc la dernière catastrophe en date dont on a beaucoup entendu parler, c'est la rupture du barrage au Brésil, là, il y a exactement un an près, donc à Brumadinho. Donc vous pouvez voir ici les dégâts que ça a provoqué. C'est une vue aérienne avec un torrent de boue. Donc il y a une zone où on gardait des résidus miniers qui ont été, après l'extraction donc des métaux, eh ben, on a des déchets qui sont produits et en fait on les met derrière des barrages et on continue à les regarder pendant le temps opérationnel, on continue à vérifier qu'ils sont stables. Et puis ce barrage s'est écroulé et a déversé un torrent de boue. Il y a eu 12,7 millions de mètres cubes de déchets qui ont été déversés en un laps de temps. Et il y a un peu plus de 270 morts dues à cette catastrophe écologique. Les causes, en fait, donc il y a eu des grosses pluies, mais c'est pas que ça. C'est qu'il y a eu une négligence criminelle dans ce cas particulier. Il y a eu des contrôles d'inspection sur le barrage. 6 mois avant, on avait commencé à avoir des anomalies sur le barrage. L'opérateur minier les a gardés pour lui, il n'en a pas parlé. Une semaine avant, il y a eu un autre contrôle et ils ont vu qu'il y avait des pressions anormales sur le barrage. Et ils n'en ont pas parlé non plus. Et voilà le résultat, c'est que le dirigeant de Vale a été mis en accusation. C'est toujours pas réglé au niveau gouvernemental, mais bref, il a été écarté du groupe. Mais c'est surtout aussi, il y a des conséquences bien entendu désastreuses au niveau humain, mais aussi au niveau économique, pour le groupe minier, mais aussi pour la région. On estime à peu près à 6,3 milliards de dollars, en gros, les dépenses qu'il y a eu depuis un an, pour tout ce qui est réhabilitation, les premiers dédommagements. Et on estime environ un risque économique de 40 milliards de dollars pour le groupe Vale pour payer des dommages intégrés.
sachant que l'économie en fait, de la zone a été complètement dévastée. Parce que 3 ans avant, Vallée avait aussi eu une rupture de barrage au niveau de Mariana, donc qui est située dans la même région. Et ils se sont aperçus en fait qu'il y a beaucoup de barrages du même type au Brésil qui ont été construits à peu près pareil. Et finalement, sur le 300 barrages seraient à peu près évalués au risque. Et là-dessus, en fait, il n'y a que 3% de ces barrages-là qui subissent des contrôles annuels. Pour vous montrer un petit peu les risques qu'il peut y avoir derrière. Donc là, il s'agit d'une autre catastrophe sur une rupture de digue, beaucoup plus finalement petite, on va dire, mais qui a eu lieu en Andalousie en 98. C'est juste pour vous montrer aussi le laps de temps pour pouvoir retourner la situation. Il y a eu aussi une rupture de digue, donc là, c'était pas du tout une négligence criminelle, mais c'était un défaut de conception au niveau d'une digue. Pareil, la digue s'est ouverte et en fait a été canalisée par un canal jusque dans une rivière et a continué à progresser sur 80 km jusqu'à une réserve naturelle. Le plan d'abandon du site, donc le site a fermé, il y a eu 50 millions d'euros de dépensés par l'industriel, et il y en a eu 150 millions de dépensés par le gouvernement pour revégétaliser et pour réhabiliter le site. Et la réouverture ne s'est faite finalement du site que 16 ans après. Donc c'est pour vous montrer le timing et le laps de temps de catastrophe à cette échelle. Ce qui fait que maintenant les choses commencent à évoluer, c'est que les risques actuellement majeurs sur les mines, c'est sur tout ce qui est gestion des résidus et des effluents essentiellement, et sur ce qu'on appelle le drainage minier-acier. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à 100% de rendement, on n'arrive jamais à extraire tous les métaux, et il reste toujours des métaux dans ces résidus. Et donc il y a toujours un risque environnemental lié aux métaux qui peuvent être présents encore dans ces déchets. Il y a eu un changement majeur, c'est que maintenant la problématique environnementale, on sait qu'elle doit être prise en compte très en amont, dès les étapes en fait, d'exploration. Et quand il y a maintenant des dépôts de demande, on voit qu'on doit faire des études d'impact déjà pour analyser les risques, pour essayer de les anticiper, mais surtout, on doit vérifier la solvabilité des opérateurs miniers lors du dépôt des demandes de permis. Et surtout, les gouvernements doivent constituer aussi un fonds de garantie. Donc, ils hypothèquent une part de l'argent qu'ils bloquent justement en cas de problème pour éviter que ce soit au gouvernement après de payer les dégâts s'il y a un problème. Donc ça, c'est un fait. Il y a un gros changement, c'est sur la responsabilité environnementale des exploitants. Elle ne s'arrête pas à la période où les extraits y produisent, mais elle continue après et elle demeure présente bien après la fermeture du site minier. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est réhabilitation et coûts après mine ont un impact aussi sur l'exploration actuellement. C'est que de plus en plus, on voit décliner les coûts et les investissements d'exploration pour de l'exploration très amont, c'est-à-dire on va dans des zones qu'on n'a jamais exploitées et on va chercher des nouveaux gisements. Mais on a des coûts d'exploration qui sont beaucoup plus importants sur ce qu'on appelle l'exploration sur site déjà ouvert pour essayer de trouver en fait des extensions à des sites qui sont déjà opérationnels. Donc on investit plus en exploration sur des sites pour augmenter la durée de vie des sites miniers. Tout simplement parce qu'il y a une fébrilité du marché, les investisseurs sont refroidis par ce qui s'est passé. Et puis les contraintes socio-environnementales sont devenues beaucoup plus exigeantes et donc c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir des nouveaux projets. Les impacts sociaux de l'activité minière, ils peuvent être divers et variés, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des impacts qui sont à la fois positifs et il y a des impacts qui sont négatifs. Dans les impacts positifs, donc là vous avez un schéma qui vous montre toutes sortes d'impacts qu'il peut y avoir au niveau économique, environnement, humain.
Les impacts positifs sur une cinquantaine en fait, de projets miniers qui ont été évalués à travers le monde, c'est souvent l'économie de la région, les emplois, le développement d'infrastructures et l'éducation pour la formation des gens. Mais il y a aussi beaucoup d'impacts négatifs. C'est tout ce qui est inégalité, discrimination et pauvreté qui généralement est exacerbé dans les zones où il y a de la production. Les tensions sociales qui peuvent exister, les risques sanitaires qui sont associés et la compétition vis-à-vis des autres usages qu'il peut y avoir, que ce soit l'agriculture ou le tourisme par exemple. Il peut même y avoir jusqu'à des expropriations. Et ça, c'est d'autant plus vrai sur ce qu'on appelle l'activité des petites mines artisanales. Il n'y a pas que les gros opérateurs miniers qui ouvrent des grosses mines. Dans beaucoup de pays, et notamment donc, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, il y a énormément de petites mines artisanales. Ça représente à peu près 41,5 millions de personnes qui travaillent sur ce type de petites mines. Et 40% sont localisées en Asie. L'exploitation dans ces petites mines, elle se fait de façon encore manuelle. Donc là, vous avez un exemple, il y a 2 ans, un de mes collègues en Afrique a pris une photo d'une petite mine artisanale, on extrait des grenats. Ce type d'exploitation, eh bien, en fait, on gratte la surface et on va extraire et crémer les zones les plus riches. On ne va pas les transformer au niveau local, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valorisation locale. Les gens vont vendre directement le minerai non transformé. Et ce sont des exploitations qui sont difficilement contrôlables. Vu le nombre de petites mines artisanales qui existent, on ne peut pas aller vérifier toutes les mines. Globalement, parfois, certaines de ces mines artisanales sont aussi associées à de l'activité illégale. Sans monitoring, ils vont décaper, déforester sans replanter derrière. Ils font travailler des enfants. Il y a aussi, c'est associé à de la violence et à de l'utilisation de produits chimiques qui sont illégaux. Et ça existe chez nous, ça existe en France, en Guyane française. Donc il y a tout un secteur de mines artisanales légales, contrôlées et qui font les choses tout à fait correctement. Et il y a tout un secteur de minorifères en Guyane française qui sont illégales. Il faut savoir qu'on estime à peu près à 2 tonnes par an le nombre d'or qui est extrait par les petites mines qui sont légales. Et on estime à 10 tonnes par an le nombre d'or qui est extrait de façon illégale, notamment avec l'utilisation de mercure, qui est interdite en France depuis 2006. Et là, vous avez un exemple d'exploitation illégale d'or en Guyane française. Donc ce type d'exploitation existe aussi chez nous. Donc on voit les choses évoluer quand même au niveau international. Il y a quand même des opérateurs miniers qui doivent motiver en fait, des investisseurs pour pouvoir ouvrir des sites, vu le coût d'investissement qui est nécessaire à ouvrir une mine. Et pour ça, eh ben, il y a des normes, des standards internationaux qui existent. Et maintenant, on demande aux exploitants de fournir des études d'impact environnemental et social associées. Il y a des lois qui commencent à se mettre en place. Donc, une des premières, en tout cas, sur les aspects sociétaux, éthique et transparence, ça a été la loi Dodd-Frank aux États-Unis, sous Barack Obama. Qui montre que toutes les sociétés minières qui sont cotées, et pétrolières qui sont cotées en bourse doivent montrer une transparence bancaire et doivent montrer quelles sont les sommes d'argent qui sont versées au gouvernement pour pouvoir opérer dans les pays à l'étranger. Et il y a une nouvelle réglementation européenne qui a été promulguée en 2017 qui va bientôt être applicable, qui est sur les chaînes d'approvisionnement responsables sur ce qu'on appelle les métaux, les 3 TG, donc sur le tungstène, l'étain, le tantal et l'or, pour lesquels on estime que ces métaux sont extraits parfois dans des zones de conflit. Et donc on va demander à chaque importateur de minerais européens et français donc, de vérifier d'où proviennent les minerais qu'ils vont importer, pour vérifier que ça ne vienne pas de zones de conflit, qu'on n'alimente pas des conflits dans des pays, dans des combats armés. Donc il y a quand même une évolution générale
aussi dans la réglementation. Et donc je vais finir par vous montrer les risques majeurs qui ont été identifiés par les industriels et le fait que tous ces drivers vont pousser les industriels à faire des efforts au niveau de l'innovation, pas que pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales et sociétales. Tout simplement pour montrer que pour les opérateurs miniers, les principaux risques et centres d'inquiétude finalement auxquels ils font face, c'est l'acceptabilité sociétale, pour pouvoir ouvrir et opérer sereinement et produire sereinement, pour ne pas avoir de blocage sur leur site. Ça va être développé rapidement aussi tout ce qui est digitalisation pour optimiser toutes les chaînes de production, pour rentabiliser au mieux, réduire l'empreinte carbone et puis réduire tout ce qui est risque à fort impact, donc ça peut être les accidents majeurs ou des crises économiques. Donc on voit beaucoup de recherche et développement actuellement sur tout ce qui est méthodes d'exploration qui sont non invasives, c'est-à-dire amener les laboratoires directement sur le terrain et analyser la roche pour avoir plus rapidement les teneurs en métaux dans la roche sur le terrain. Donc là vous avez un exemple de ce qu'on appelle un XRF portable. Donc il s'agit d'une sorte de pistolet qui envoie des rayons X et on va recevoir en fait l'analyse chimique en direct en quelques secondes. On développe les outils géophysiques, donc notamment au niveau héliporté, mais aussi au niveau des drones, pour avoir une sensibilité accrue et pour accroître nos connaissances sur le sol profond. La mine qui actuellement, on va dire, suscite beaucoup plus d'engouement, d'investissement sur le développement, c'est ce qu'on appelle la mine 4.0, la mine de demain. C'est le passage à tout ce qui est digital et automatisation. On a maintenant des camions qui vont être guidés, instrumentés avec différents types de capteurs, qui vont être complètement automatisés. Donc les opérateurs ne sont plus forcément même à l'intérieur. Tous ces capteurs vont être là pour essayer, via de l'intelligence artificielle et du traitement de données, d'optimiser la production pour essayer de réduire les coûts, mais aussi les impacts environnementaux avec des capteurs aussi associés. Des systèmes en fait d'aide à la décision qui vont permettre aux gens opérationnels de prendre des décisions beaucoup plus rapidement en instrumentant aussi, par exemple, les zones de résidus pour avoir des capteurs environnementaux associés. Donc cette mine 4.0, elle a commencé, il y a des choses en réalité virtuelle, jumeaux numériques et simulateurs miniers qui sont déjà actuellement sur le marché. Tout simplement pour former, pour avoir une main-d'œuvre beaucoup plus opérationnelle rapidement sur tout ce qui est digital et automatisation. Ça permet aussi de standardiser les tests, de ne pas arrêter la production pendant qu'on forme aussi les jeunes. Ça permet aussi de minimiser tout ce qui est risque et accidentologie, donc en formant mieux justement avec les nouveaux outils, et d'améliorer tout ce qui est sécurité et bonnes pratiques. On voit l'automatisation aussi au niveau de l'exploitation dans le traitement des minerais. Donc maintenant, on a des usines qui sont pseudo-autonomes, c'est-à-dire qu'on va avoir un opérateur qui va regarder sur les écrans les différents systèmes automatiques. Donc si la teneur du minerai change, il va y avoir des systèmes de contrôle qui vont se mettre automatiquement en route et qui vont régler en fait l'usine, les paramètres d'usine. On a des trains complètement automatisés qui vont conduire les minéraliers. Donc il y a tout des systèmes de développement sur l'automatisation. On a aussi des techniques d'exploitation en milieu souterrain qui se mettent en place pour à la fois réduire les émissions de CO2. Donc on va avoir des systèmes de camions complètement tout électriques et des mines qui sont 100% électriques. Donc au Canada notamment, il y a un exemple de projet minier en Ontario où on n'utilise plus du tout de fuel, donc plus d'émissions de CO2.
On va avoir des techniques aussi où on ne va plus extraire la roche, mais c'est ce qu'on appelle la lixiviation in situ. On va injecter en fait des solutions qui peuvent être acides ou alcalines et qui vont aller lécher le minerai en profondeur, et on va avoir des pompes qui vont récupérer en fait les métaux qui vont être passés en solution. Donc on ne va plus extraire la roche directement, mais on va traiter directement dans le sol. Il y a plein de systèmes différents qui se mettent en place de ce type-là. On va aussi utiliser ce qu'on appelle la biolixiviation. Donc on voit qu'au niveau naturel, il y a une activité de bactéries qui se développent sur les minéraux métalliques. Naturellement, ils sont présents et ils captent les métaux, tout simplement pour leur organisme. Et donc on a utilisé cette science-là pour développer des traitements de minerais pour concentrer les métaux. Et on utilise maintenant des bactéries dans des grands réacteurs, des grandes citernes, pour concentrer les métaux et pour extraire les métaux des minerais. Donc des méthodes beaucoup plus naturelles. Un dernier exemple, c'est la phytoextraction. Donc on parle de mines vertes ou d'agromines. Ça va être de développer des plantes qui sont hyper accumulatrices en métaux. Donc cette plante, par exemple, est utilisée en Nouvelle-Calédonie pour pousser d'habitude pour dépolluer les sols, pour essayer de capter les métaux résiduels dans des sols pollués. Et bien maintenant, on commence à réfléchir à des nouveaux concepts où on va faire de l'agriculture pour la mine. C'est-à-dire qu'on va faire pousser des plantes pour capter les métaux, et certaines plantes peuvent concentrer jusqu'à 20% de métaux. Là, on parle de 20% de nickel, possiblement dans les parties vertes émergées de la plante. Donc elles vont pomper les métaux, on va les récolter, et on va les calciner, et dans les cendres, on va récupérer en fait les métaux à l'intérieur. Donc ce sont des nouveaux concepts de mines vertes. Et enfin, le monitoring environnemental participatif, c'est aussi un des nouveaux concepts. C'est d'impliquer les collectivités pour le monitoring, pour le suivi en fait des projets miniers. Donc dès les phases de procédés, de suivi opérationnel, on va impliquer les citoyens qui vont être, on va former pour leur expliquer voilà, la surveillance, le monitoring environnemental, comment ça se passe. On suit la biodiversité aussi autour. On va leur expliquer comment faire des petits prélèvements. Alors ça peut être des méthodes très simples, mais ça va permettre de décupler la participation autour, en fait finalement le système de contrôle et de mesure autour des sites opérationnels. Et surtout ça va impliquer la population dans les projets. Donc ça permet aussi une meilleure acceptation et ça permet de développer aussi un esprit de confiance et de transparence vis-à-vis des opérateurs miniers et vis-à-vis des collectivités. Et ça permet d'augmenter en fait le contrôle opérationnel tout autour de la mine. Voilà, donc ça fait partie des nouveaux concepts qui sont à venir. Et pour ouvrir le débat donc, sur les défis à venir, je pose quelques points, quelques questions. C'est est-ce qu'on peut découpler tout ce qui est croissance verte justement et les impacts qui sont liés à l'extraction des métaux. Il est certain en tout cas qu'on voit déjà actuellement des tensions sur les approvisionnements dans certaines substances, surtout en Europe, puisqu'on n'extrait plus et on importe majoritairement les matériaux dont on a besoin. Sensibiliser probablement le public à essayer de rationaliser les ressources minérales, c'est-à-dire réduire la consommation, favoriser davantage le recyclage, organiser des filières de collecte, valoriser des sous-produits qui peuvent ne pas être valorisés actuellement. C'est la responsabilité aussi et la transparence du secteur minier. Comme on a vu il y a un an, on peut encore avoir des grandes catastrophes écologiques qui auraient probablement pu être évitées. C'est la maîtrise des outils numériques et le développement justement des nouvelles technologies qui sont moins invasives à la fois pour l'exploration et pour l'exploitation. Et puis démontrer le fait que est-ce qu'on est capable ou pas d'avoir une industrie minière qui soit plus responsable. C'est donc
à la fois développer le climat de confiance, mais aussi l'implication en fait de toutes les parties prenantes. Et ça comprend aussi les gens qui sont des consommateurs en premier. Voilà, donc vous avez en conclusion donc, les concepts justement d'acceptation sociétale pour un opérateur minier. C'est pour essayer d'améliorer sa légitimité et de progresser justement sur la confiance vis-à-vis du public et du grand public. La meilleure façon de procéder, c'est de les impliquer dès le départ, en fait, dans les projets, pour qu'il y ait des prises de décision collectives et une responsabilisation à la fois des industriels et aussi des gens qui consomment. Donc, vous avez le droit de questions de précision. Le premier qui prend une question de débat est fusillé à l'eau froide demain matin. Précision. Hein. Bon, Michel, parce que tu es le plus bavard. Comme ça, les autres n'auront pas le temps. Je voudrais juste comprendre pourquoi l'Europe, il y a de moins en moins de mines. Je l'ai vu sur votre carte, en plus, la France, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors qu'on sait qu'il y a plein de ressources. Oui. Donc, est-ce que c'est des problèmes techniques, c'est-à-dire que finalement, c'est trop compliqué à le faire, ou bien que on peut pas faire toute la liste, je vois bien. Hein, ça, le fait qu'on préfère polluer à l'extérieur que chez nous, le fait que finalement c'est nettement moins cher de faire travailler des gens à des salaires moindres que les nôtres, etc. Ou est-ce qu'il reste réellement C'est pas un problème technique. Et ce n'est pas un problème de ressources. Il y a certains types de ressources sur le sol français. Merci. Voilà. Alors là, vous êtes plus nombreux qu'avant. Ça va nourrir le débat, je pense. Hervé, le premier qui pose une question de débat. Oui, juste dans des chiffres qui provenaient de PricewaterhouseCoopers, le charbon était avec tous les métaux. Alors, en tant que ressource énergétique, en tant que ressource minérale. Oui, donc ça n'a pas de sens physiquement parce qu'il y en a une qu'on brûle et les autres qui ne disparaissent pas, qui restent métaux. Voilà. Mais est-ce que ça a un sens parce que c'est les mêmes entreprises qui sortent le charbon et qui sortent les métaux? C'est ça la raison? Oui, en fait, il y a les opérateurs miniers actuellement. Il y en a beaucoup qui extraient et le charbon et les métaux. D'autres qui sont plus spécialisés, donc ça dépend un petit peu, mais les gros opérateurs généralement sont plus sur les métaux à forte valeur, valeur ajoutée, cuivre, or, métaux précieux, et puis charbon, matière énergétique. Mais globalement, on a vu que les budgets d'exploration sont essentiellement pour les métaux de base et pour les métaux comme or et cuivre. Alors après, finalement, droite, on va aller un peu encore pour les petits métaux. À l'extrême gauche, là-bas dans le fond, ils ont très chaud là. Oui. Donc, sur le charbon, en fait, vous avez montré les émissions de CO2 et j'ai pas compris si c'était les mêmes unités entre les deux. Alors, ça a été revu sur la quantité d'énergie produite pour en grammes de CO2 par kilowattheure. Oui. Alors, je ne comprends pas comment il peut y avoir un facteur 2 à 3 sur selon qu'on tient en compte ou pas les cycles de vie sur les ressources fossiles. Je ne comprends pas comment c'est possible parce que vu le retour énergétique, c'est quand même le fait de brûler le combustible fossile qui fait le plus d'émissions. Qui fait le plus d'émissions, oui. Donc, comment il peut y avoir un facteur 3 quand on passe de 300 à 1000 ou 200 à 400 quand on tenait compte de l'énergie? Alors, c'est au niveau de l'échelle de combustion aussi, entre charbon, pétrole, fioul, gaz. Mais c'est cette étude, il y a un rapport complet qui a été fait par l'ADEME en 2015 sur tout ce qui est analyse du cycle de vie. Il n'y a pas que la production de CO2 lors de la dépense énergétique lors du brûlé, il y a aussi sur l'extraction. Oui, l'extraction, ça fait un facteur 3. En termes de quantité d'énergie nécessaire aussi, dégagement de CO2 associé, et transport aussi. C'est moins concentré. Encore une question à l'extrême gauche, oui, allez-y. L'extraction, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des références sur cet article? Oui,
Nancy est très porté sur la recherche sur l'agrovine. Et j'ai mis, donc, il y a un site sur l'agrovine qui est issu d'un projet européen spécifiquement là-dessus. Il suffit de taper agrovine, phytomining. Mais en France, Nancy est un pôle de recherche spécialisé sur la thématique. Ou extrême centre, là-bas dans le fond, l'extrême centre peut s'exprimer. Vous parlez plus fort. J'ai plusieurs questions, donc je vais les poser toutes à la suite. Il faut crier alors. D'accord. Technique. Par rapport à l'extraction, vous avez dit en termes d'innovation qu'on arrive à extraire dans des zones où c'est de moins en moins concentré en termes de minerais. Est-ce qu'il y a une prise en compte de la quantité d'énergie supplémentaire qui est nécessaire à extraire des trucs qui sont de moins en moins concentrés? C'est ma première question. Vous parlez beaucoup de la digitalisation au niveau des métiers, etc. Est-ce que les matériaux nécessaires à la fabrication des équipements informatiques pour faire cette digitalisation a été présenté? Est-ce que l'énergie supplémentaire nécessaire à l'utilisation de ces équipements informatiques, est-ce que les matériaux pour stocker l'énergie, les batteries typiquement, pour ces équipements informatiques a été pris en compte aussi? Oui, c'est débat. Je vous interromps, c'est débat, vous êtes exclu. C'est moi le chef. Alors, allez-y. C'est moi le chef, débat. C'est moi le chef. Allez-y, monsieur. Oui, le gouvernement français nous dit que toutes les décisions depuis 2 ans sont suspendues en attente de la parution du nouveau code minier promis par M. Macron pour fin 2019. Or, on est en 2020. Alors, je vous demande quand paraîtra le nouveau code minier. Alors, c'est pas moi qui travaille dessus, je sais qui travaille dessus au gouvernement. Je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps et il estime pouvoir le soumettre cette année en tout cas. En 2019. Voilà. Une dernière question. Quelle est en gros la dispersion des coûts de production de certains métaux les plus importants? Est-ce que c'est de 1 à 2 à 3 alors que dans le pétrole c'est de 1 à 10, ce qui crée un enjeu géopolitique de contrôler les robinets pour arriver à placer de la production chère dans un marché à production très variable. Alors, coût de production très variable. Les teneurs effectivement sont très variables d'un métal à un autre. Certains gisements sont aussi très spécifiques. Il y a le coût de l'extraction aussi qui joue beaucoup un rôle. Et surtout, les petits métaux en fait sont des sous-produits ou des coproduits de substances principales. Et si cette substance n'était pas extraite, donc elle dépend beaucoup du cours des métaux principaux, si on ne pouvait pas les extraire et valoriser ces substances principales, on ne pourrait pas économiquement extraire les autres métaux associés. Donc ça dépend de plusieurs paramètres. Et après, bien entendu, ça dépend de la localisation des gisements et du contexte. S'il y a des gisements de terres rares qui sont exploités en Chine, en fait, il y a plein de types de gisements autres où on peut trouver des terres rares ailleurs. Mais il y a aussi un contrôle et un jeu politique derrière sur les quotas d'exportation, les taxations, les quotas de production, qui font que la Chine a beaucoup joué là-dessus pour écraser, on va dire, le développement de nouveaux projets miniers dans d'autres pays, pour asseoir aussi son monopole et son contrôle, tout simplement parce qu'ils ont besoin de ces terres rares énormément pour leur développement, et ils contrôlent aussi toute la filière derrière de transformation associée. Alors ça, c'était la bulle des terres rares en 2010, ça fait déjà un certain temps. Maintenant, les choses commencent à changer un petit peu. Il y a d'autres projets qui ont pu se développer, tout simplement parce que la ressource produite en Chine ne suffit plus à leur propre consommation. Ils changent aussi leur point de vue politique aussi et leur stratégie politique derrière. Et il y a notamment un gros gisement de terres rares qui est en phase de projet très avancé, qui est au Groenland actuellement. Et la participation chinoise est déjà de 12% sur ce projet-là. Ils sont déjà actionnaires majoritaires. Donc ils ont une stratégie très pensée et agressive sur les projets partout dans le monde. Donc je propose qu'on remercie encore Isabelle, puis on fait une pause.